Je vais relancer. Donc, la séance d'aujourd'hui, elle va être... Vous m'entendez pas? Si, c'est bon. Margot, je pense que c'est vous qui avez un problème de son, manifestement. Peut-être vous déconnectez, vous reconnectez. Le... Donc, la séance d'aujourd'hui, elle... Bonjour Tiffany. Le, la séance d'aujourd'hui, elle va être relativement brève. L'objectif, c'est qu'on revienne un peu sur les examens du semestre, mais aussi qu'on cadre ensemble la deuxième phase de votre travail d'appel de groupe. Pardon, de votre travail de groupe, la deuxième partie qui sera répondre à un appel à projet. Donc, c'est l'objectif en fait de la séance pour que vous puissiez essayer de réussir cette seconde étape. Alors, je reviens d'abord sur les évaluations du premier semestre. Normalement, vous avez tous obtenu déjà vos résultats. Vous avez tous pu y accéder. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez joindre Florence Gérardin, qui pourra vous donner les explications pour y accéder. Et soit elle l'a déjà fait, soit elle va le faire, mais Florence Praderol va vous mettre le détail des notes, en fait, pour que vous puissiez savoir dans chaque module quelles sont les notes que vous avez eues. Et on va également organiser un temps qui permettra de consulter vos copies pour ceux qui auraient des questions. Voilà. Maintenant pour le second semestre. Donc, exactement comme au premier semestre, vous avez deux modules qui sont notés pour l'essentiel lors des examens, qui sont le module 4 et 5, et vous avez un module qui est noté en contrôle continu, qui est celui du travail de groupe. Donc, pour les modules 4 et 5, pour rappel, vous aurez le QCM qui aura lieu le 30 avril à 19 heures. Et donc, ce QCM, il comptera pour les modules 4 et pour les modules 5. Il sera exactement organisé sous la même forme que celui que vous avez eu au premier semestre et qui, globalement, a été bien réussi par... après, il y a toujours y avoir des ratés, mais globalement, vous avez tous eu des notes correctes ou de bonnes notes. Donc, c'était plutôt réussi. Ensuite, le module 4, il fera l'objet d'un grand oral qui aura lieu le samedi 9 mai, tout au long de la journée. Alors, j'entends, c'est pas, on va pas passer toute la journée tous ensemble, mais vous allez avoir une journée pour préparer le rendu d'une vidéo, en gros d'une quinzaine de minutes. On reviendra après sur les modalités pratiques, vous recevrez l'ensemble des consignes, mais voilà, pour que ce soit clair, vous aurez un sujet à choisir et vous préparerez une vidéo d'une quinzaine de minutes. C'est un peu la seule solution qu'on a vu le nombre que vous êtes et vu les endroits où vous êtes et ce que vous faites, etc., etc. Normalement, vous n'avez pas besoin de la journée entière, mais vous avez la journée entière pour le préparer. Et j'y reviendrai tout à l'heure, ce qui veut dire que ce serait vraiment stupide d'utiliser l'IA pour réaliser, enfin, en tout cas, d'utiliser que l'IA pour réaliser ce travail. Pour le module 5, vous aurez un cas pratique qui ressemblera à celui que vous avez passé au premier semestre, sauf que les questions vont être plus précises parce que vous aurez évidemment eu plein de cours nouveaux sur la sécurité, sur les ressources humaines, sur la gestion de projet, etc. Donc évidemment, les questions seront plus détaillées ou en tout cas entreront dans de nouveaux sujets que celles du premier semestre. J'insiste sur un point sur le cas pratique. Ça a une dimension pratique, mais ça ne veut pas dire qu'on répond au bon sens. Je veux dire par là qu'il faut que les réponses, elles doivent aussi se baser sur des connaissances. Et les connaissances, il faut aussi les exposer alors ça peut être de manière concise, etc. Mais en tout cas, il faut qu'elles soient exposées clairement. Et en général, le problème, il vient de là, c'est-à-dire d'arriver à placer le curseur au bon endroit entre la dimension pratique. Je donne un exemple. Si je vous demande de parler d'un contexte pour un projet sur les violences sexuelles et que vous n'abordez jamais la question des violences sexuelles ou du système judiciaire ou tout ce qui va être connecté au projet quand vous présentez le contexte, alors ça veut pas dire que vous allez avoir zéro, hein, mais ça veut dire qu'il manque quelque chose. À l'inverse, si vous avez une question qui porte sur la différence entre urgence, développement
et les nouvelles approches entre urgence et développement et que vous ne définissez jamais ce qu'est l'urgence, que vous ne définissez jamais ce que c'est le développement et que vous répondez juste oui, ce serait en fait, il y a des femmes victimes de violences sexuelles donc elles ont besoin de soins, bah, c'est pas ça qui est attendu non plus. Donc il faut trouver, il faut vraiment évidemment vous servir des connaissances que vous avez acquises tout au long du semestre et répondre aussi avec des, des- des données techniques qui vont servir de soubassement à votre réponse, pas juste répondre comme ça vous vient, quoi. Voilà. Donc, ce cas pratique, il aura lieu, pareil, exactement sur les mêmes modalités et il est prévu le jeudi 7 mai. Alors, je répète bien une chose, c'est qu'on va toujours prévoir des créneaux de rattrapage, notamment pour ceux qui sont loin et qui ont des gros décalages horaires. En revanche, on vous prévient début janvier pour le mois de mai, donc c'est quand même très loin. Donc, hormis les cas de double examen, de choses vraiment qui sont des cas de force majeure où vous n'avez pas de maîtrise, faites attention de bien essayer de préserver les créneaux parce que les créneaux de rattrapage, c'est pareil, on ne peut pas en prévoir autant qu'il y a d'étudiants. Donc, de toute manière, il y aura forcément des limites à ce qu'on pourra vous proposer comme solution. Donc, essayez de bien garder ces créneaux disponibles pour pouvoir faire le travail qui est demandé, en sachant que vous avez compris que j'ai bien conscience qu'entre le 7 mai et le 9 mai, il y a le 8 mai, donc c'est pas idéal, mais la semaine avant, il y a le 1er mai, la semaine d'après, il y a l'Ascension. Donc, il y aura forcément, effectivement, ça, avec le mois de mai, c'est un petit peu plus compliqué, mais faites, voilà, essayez de faire un effort pour garder au maximum ces créneaux. Donc, voilà en gros pour les examens de fin de semestre. Et donc, on a un module 6 qui, lui, est noté en contrôle continu. D'accord? Donc, vous avez fait déjà une première partie de ce travail en groupe en préparant votre fiche ONG. Je le dis tout de suite, cette fiche ONG, elle n'a pas été notée pour le premier semestre. En fait, elle vous permettait de gagner du temps et surtout de commencer à connaître les gens de votre groupe pour le deuxième semestre. De toute façon, cette fiche ONG, il aurait fallu la faire au deuxième semestre. Mais il n'y a pas de note qui compte pour la fiche ONG au premier semestre. Donc, maintenant que votre fiche ONG est prête et que vous avez créé votre structure et que normalement vous avez eu le temps quand même d'y réfléchir sur plusieurs semaines, on va passer à une deuxième phase qui sera de préparer un projet que cette ONG va chercher à faire financer. Votre travail, il va se dérouler en deux temps. Un premier temps où vous allez devoir préparer la réponse écrite à cet appel à projet. Et cette réponse écrite, elle va être attendue pour le lundi 20 avril. Donc, vous allez avoir beaucoup de temps pour la préparer avant que vous ne présentiez à l'oral votre projet avec tous les membres du groupe. J'insiste bien, on va y revenir tout à l'heure. Soit le jeudi 23, soit le samedi 25 avril sur les créneaux habituels pour une présentation d'environ une vingtaine de minutes. Là, je ne rentre pas plus dans les détails, on va je vais vous donner des précisions après. Est-ce que sur les examens, c'est clair ou est-ce qu'il y a déjà des questions, des questions ou des besoins de renseignements supplémentaires? Ça va, c'est clair? Excusez-moi. Oui, allez-y. Donc, au deuxième semestre, on n'aura pas de note de synthèse. Non, il n'y a pas de note de Ok. synthèse. Fini la note de synthèse. Pour ceux, alors, c'est un très très bon exercice, mais parfois pour certains c'est quand même un petit peu compliqué. Donc c'est fini les Oui, notes de oui. synthèse pour le deuxième semestre. Ok, Là en merci. fait, en gros, c'est le travail écrit, c'est le travail de rédaction du projet qui va remplacer, enfin, qui se substitue à la note de synthèse. Donc on a, voilà, en gros le premier semestre c'était travailler des compétences de lecture, de synthèse, enfin, de compréhension, lecture, compréhension, capacité de synthèse. Et le deuxième semestre, ça va être un travail qui est un peu plus créatif, enfin, qui est même carrément plus créatif, mais qui doit aussi, enfin, qui a pour objectif de vous faire réfléchir aussi à comment on rédige quand on a des contraintes. Qui sont, bah, on a des contraintes qui sont très lâches, mais il y a quand même des contraintes et qu'il faut évidemment respecter. Donc il y a une dimension créative, mais il y a aussi une dimension de rédaction professionnelle et de contraintes existantes et de comment on fait avec ces contraintes. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ok. Alors, donc, l'objectif, ça va être donc de répondre à un appel à projet en utilisant bien évidemment la fiche ONG que vous avez déjà préparée.
Donc, ça veut dire que votre ONG va, et donc avec les activités qu'elle a, avec ce que vous avez déjà défini, va répondre à cet appel à projet et donc proposer un projet. S'il y a besoin, pour des raisons diverses, parce que dans le cadre de votre travail, de votre fiche ONG, peut-être vous avez des choses que vous n'avez pas pu anticiper, on pourra toujours réviser certaines choses si vous en avez besoin. Mais l'idée, c'était déjà de vous permettre de poser le cadre de votre ONG, de définir votre engagement, etc. Et vous avez vu que, bon, globalement, vous avez tous bien travaillé, mais qu'il y a quand même eu quelques allers-retours. Et ces allers-retours entre nous, ils doivent quand même vous montrer que même si on fait un travail créatif, il y a des choses qui sont quand même importantes et il va falloir aussi les appliquer. On y reviendra tout à l'heure, mais dans le cadre de votre appel à projet. Mais je, j'évoque dès maintenant un certain nombre de points qui sont notamment d'arriver quand même à avoir des modes de rédaction qui soient clairs. Souvent, une des choses qui pêche dans vos travaux, c'est vous avez des bonnes idées, mais vous ne savez pas les mettre en valeur, ou la manière dont vous les présentez est confuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, tout est sur le même plan. Alors, si je prends l'exemple des activités en général dans les fiches ONG, parce que c'est là que ça a été le plus difficile pour mettre de l'ordre, c'est de mélanger des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais en passant de l'une à l'autre. Donc, par exemple, une première activité, c'est de l'assistance juridique ou de l'assistance santé, c'est pas l'assistance médicale, c'est la même chose. Une deuxième partie, c'est du plaidoyer. Une troisième partie, c'est enfin, c'est même pas des parties d'ailleurs. Un troisième tiré, ça va être on va vacciner, par exemple. Un quatrième tiré, ça va être encore autre chose. Alors qu'en fait, il y a des activités qui clairement ont la même nature et vont ensemble. Et donc, il faut évidemment les regrouper, faire des catégories pour que ce soit clair. Donc, c'est vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, mais ça vaut pour cet exercice comme ça vaut pour une dissertation, un commentaire d'arrêt, un commentaire de texte ou n'importe quoi. Il faut quand même vraiment, d'un point de vue méthodologique, pour être compris, il faut s'exprimer clairement. En fait, on n'est pas dans votre tête. Quand vous allez travailler, les gens ne seront pas dans votre tête non plus. Donc, c'est vraiment important d'avoir de la rigueur dans la manière dont vous transmettez vos idées pour qu'elles soient... En fait, l'objectif, c'est de ne pas demander trop d'efforts aux gens pour penser à votre place. Donc, c'est vraiment un défaut qu'il faut corriger. C'est vraiment essayer d'organiser vos propos, d'organiser votre pensée et pour la clarifier et la rendre accessible à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça implique aussi d'être capable de faire des choix, c'est-à-dire de mettre en avant un certain nombre de choses, de ne pas mettre en avant un certain nombre d'autres choses, euh, parce que sinon ça brouille la clarté, parce qu'on ne peut pas avoir une liste de 15 activités quand on est une ONG, il faut que le mandat il soit clair. Donc ça, j'insiste bien là-dessus, ça va vraiment être essentiel et on va y revenir tout à l'heure, il y a des éléments qui doivent être cohérents entre eux. Je ne lâcherai pas sur la cohérence. Dans d'autres matières, c'est exactement pareil. Quand on fait une dissertation, on pose une problématique, on y répond avec un plan. Le plan, ça doit marcher ensemble. Les différentes idées à l'intérieur du plan, ça doit être organisé. C'est exactement pareil pour toute forme de texte, même si on ne fait pas un exercice de dissertation. Si vous voulez mettre en valeur vos idées, il faut vraiment être capable d'organiser votre pensée et de la formuler à l'écrit. C'est indispensable. Donc, la cohérence des éléments entre eux, c'est important. Mettre en valeur des priorités, c'est important, etc., etc. Donc, l'exercice, ça va tourner autour de ces questions. Pas à l'inverse, mais là aussi où il y a eu des fois des allers-retours, c'est sur la question du mandat. Là, vous deviez rédiger un petit texte. On n'était plus sur une question d'organisation en catégories, sous-catégories, avec des priorités et des activités qui sont cohérentes entre elles, mais on était sur un petit texte de quelques lignes. Et là aussi, il y avait parfois un peu de maladresse. Donc, évidemment, on va pas, par exemple, je sais pas, on fait pas de la santé maternelle ou on fait pas de la scolarisation d'enfants ou on fait pas de l'aide aux personnes migrantes par hasard, en fait. Donc, un mandat, ça doit déjà, en fait, toute ONG doit se fondre sur un engagement. Et cet engagement, il doit toujours être explicité. Vous pouvez pas partir du principe, un mandat, ça peut pas être juste, voilà, l'ONG, elle va faciliter la scolarisation des enfants. Ok, mais en fait, pourquoi vous facilitez la scolarisation des enfants? Ça répond à quel problème et pourquoi vous le faites et comment, etc. Donc,
Là, c'est pareil, il faut bien euh, partir de l'origine, pourquoi on fait les choses, avant d'expliquer ce qu'on fait, comment on le fait. Et il faut que le texte, quand même, il ait de la chair, en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas être que dans le technique, on peut pas être que dans l'émotion, c'est hors de question, mais on peut pas non plus être que dans le technique, parce que faut aussi donner un peu envie aux gens de soutenir votre ONG ou de comprendre le travail que vous êtes en train de faire. Et donc, pour ça, il faut que les gens, puissent accéder à vos motivations, etc. Mais même dans un texte également de quelques lignes, il faut organiser ce qu'on dit. C'est-à-dire, il y a un début, un milieu, une fin, et on ne peut pas non plus là passer d'une idée à l'autre sans lien logique, en revenant en arrière. Voilà, il faut commencer par il faut là aussi prioriser qu'est-ce qu'on va mettre en avant dans le début du texte et qui va retenir l'attention de la personne qui lit. Donc j'insiste bien, c'est vraiment aussi un exercice d'écriture. C'est pas uniquement un exercice de j'ai des bonnes idées, je mène un projet et mon projet il est utile. C'est aussi vraiment, je sais vendre, entre guillemets, mon projet. Donc, je sais m'exprimer à l'écrit, je sais présenter un travail qui est organisé et je sais convaincre. C'est ça qui est l'objectif. Enfin, c'est pas, c'est vraiment les deux objectifs doivent vraiment, vous devez garder à l'esprit que vous avez ces deux objectifs en tête. C'est monter un projet qui ait du sens pour vous, mais c'est aussi être capable de présenter ce projet et qui est de manière convaincante avec un travail écrit, puis une présentation orale. Donc ça, c'est vraiment important. Ce travail écrit, on va le découper en deux temps. Là, enfin, en fait, on l'aura découpé en trois temps. Vous avez vu qu'il y a eu la fiche ONG d'abord qu'on a validée, donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, vous allez voir, on va y revenir tout à l'heure quand je vais vous présenter ce que vous allez devoir faire. Il y a une première partie qui s'appelle la synthèse de l'action. Cette synthèse de l'action, vous allez, en gros, qui est une petite synthèse du projet, vous avez compris l'idée générale. Et l'objectif, c'est qu'on valide ensemble cette synthèse de l'action avant que vous passiez à la suite pour que votre travail soit cadré et que vous n'ayez pas des mauvaises surprises, enfin, surtout vous d'ailleurs, à la fin. Donc, on va commencer par cette première phase où, dans le cadre de votre groupe, vous allez travailler la synthèse de l'action. Exactement comme pour la fiche ONG, il y a droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on échange, on améliore ensemble votre travail. Et une fois que c'est validé, vous passez à l'étape suivante pour avoir un cadre en fait qui est stable et qui est sûr en fait et qui vous permet d'avancer sur la suite sans risque d'avoir une énorme erreur dès le démarrage. Donc l'objectif pour nous, c'est que le samedi 14 mars déjà, vous ayez tous validé cette synthèse de l'action. Donc ça veut dire qu'il va falloir vous mettre au travail, mais vous allez voir que c'est pas long à rédiger. Par contre, ça implique d'avoir déjà bien commencer à réfléchir à ce que vous allez faire. Vous aurez compris que idéalement, il faut m'envoyer avant le 14 mars. C'est-à-dire que si vous voulez pouvoir engager la phase de rédaction de l'ensemble de la note conceptuelle du projet à partir du 15 mars, ça veut dire qu'il faut que ce soit validé. Et donc pour ça, il faudrait que vous m'ayez envoyé avant le 14 mars pour qu'on puisse travailler ensemble. Sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre du temps pour la suite. Donc c'est dommage. Mais en tout cas, il faut qu'on se soit arrangé pour que ce soit. En tout cas, on va essayer d'avoir des synthèses d'action validées pour le samedi 14 mars. Donc, ça, on va faire des échanges par mail, d'accord, sur l'adresse habituelle. Et ensuite, par mail aussi, je vous réponds pour valider avec vous votre synthèse de l'action ou la retravailler. Ensuite, vous allez passer à l'étape 2, donc de rédaction de la note conceptuelle intégralement. Là aussi, on peut échanger, vous pouvez poser des questions si vous rencontrez des difficultés. En revanche, il faudra déposer votre travail sur eLearn et non pas par mail seulement, sur eLearn, donc jusqu'au lundi 20 avril à 20 heures. On le fait aussi déposer sur eLearn parce qu'il y a des outils d'analyse des textes qui sont automatiques et qui permettent notamment de vérifier s'il y a du copier-coller, s'il y a d'une utilisation irréfléchie de l'IA sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Donc voilà en gros pour les consignes techniques. J'insiste sur un petit point, c'est que je l'ai déjà dit à certains d'entre vous quand il y avait des petits oublis à ce sujet, mais tout travail doit être envoyé avec l'ensemble des membres en copie du groupe. Et merci de donner le numéro de votre groupe. Je ne peux pas mémoriser la composition de chaque groupe pour retrouver de quel groupe on est en train de me parler. Donc, ça m'oblige à faire des recherches. Et là aussi, c'est pénible. Donc,
dans chaque mail, vous mettez le numéro de votre groupe et vous mettez tous vos camarades en copie. L'objectif étant que moi, je sois sûre que vous êtes, par expérience, parce qu'on a déjà eu des petites surprises, que tous les membres du groupe sont d'accord et puis c'est une manière aussi d'informer vos. En fait, c'est comme ça qu'on travaille, hein, c'est une manière d'informer vos camarades simplement que le mail que vous êtes engagé à envoyer, bah, il est bien parti. Voilà, ils le voient et comme ça, tout le monde est au clair en fait sur les éléments. J'insiste aussi sur ce point parce que la question de la communication dans le cadre de travaux, alors évidemment quand on est étudiant de travaux collectifs, mais de manière générale après quand on travaille tout au long de sa vie, selon le métier qu'on fait et en tout cas tous les métiers qui sont liés aux ONG, ça impose énormément de communication et de clarté. Donc c'est quelque chose qui va être attendu aussi de vous. Il faut évidemment être capable de dire où on est de son travail, est-ce qu'on rencontre des difficultés pour pouvoir trouver des solutions à plusieurs quand c'est nécessaire, etc. Et aussi informer en fait les autres personnes avec lesquelles vous allez travailler, que vous avez bien contacté telle personne que vous étiez engagé à contacter, etc., etc. Donc c'est à la fois c'est plus pratique pour moi, mais c'est aussi de toute manière utile de commencer à prendre ce type d'habitude dans le cadre du travail. Ensuite, pour la partie orale, donc vous allez présenter en 20 minutes maximum, d'accord, votre projet une fois qu'il aura été rédigé. Et j'insiste sur un point, chaque membre du groupe doit parler. L'objectif, c'est que chacun puisse s'exprimer aussi oralement. Et donc, ce qui va être attendu, c'est que tout le monde parle. En général, évidemment, la personne qui n'a pas envie de parler, c'est la personne qui ne se sent pas à l'aise à l'oral. Donc, c'est d'autant plus important que ce soit elle qui parle. Parce qu'à un moment donné, là, vous êtes tous, vous êtes étudiants. Alors, pour certains, vous travaillez, mais vous êtes étudiants pour la plupart. Donc ça n'a pas d'enjeu. Plus on a du mal à s'exprimer à l'oral, plus il faut travailler. En tout cas, essayer de prendre l'habitude, se forcer à prendre l'habitude de communiquer oralement. En fait, plus on communique à l'oral, plus on se sent à l'aise pour le faire. Et donc, plus ça devient facile. Donc, c'est d'où l'intérêt de commencer de vraiment travailler aussi ces compétences tant que vous êtes à l'université. C'est exactement la même chose à l'écrit d'ailleurs. Plus on le fait, plus ça devient facile et on trouve ses propres outils. Donc, vous allez recevoir un doodle qui vous permettra de choisir le créneau de votre groupe. Alors, je le dis tout de suite, ce sera premier arrivé, premier servi. Donc, parce que on va pas s'amuser à faire 150 allers-retours, sauf s'il y a vraiment un problème. Quand vous allez recevoir le mail, je pense que je vais l'envoyer soit dans le week-end, soit en début de semaine prochaine. Essayez d'être réactif pour pouvoir vous inscrire. En sachant évidemment que, comme je l'ai dit là au premier semestre, qui n'a pas toujours marché, mais je me décourage pas vite. Donc, vous écrivez le numéro de votre groupe, pareil, pas votre prénom. En plus, il y a plusieurs personnes qui portent le même prénom. C'est un enfer après pour retrouver qui a choisi le créneau de 17 heures le jeudi 23 avril. Donc, vous mettez le numéro de votre groupe et évidemment, vous vous concertez avec les membres de votre groupe avant de choisir un créneau pour que ça puisse convenir à tout le monde. Tous les passages seront en ligne pour une raison très simple qui est qu'à Bayonne, ce sera la fête du jambon. Et donc, même pour ceux qui sont à Bayonne, c'est impossible ça va être, enfin, s'il y a trop de risques qu'on doive annuler ou que ce soit difficile pour vous de circuler. Donc, à remplir ça début de semaine, choisir votre créneau, donc commencer à réfléchir déjà à s'il y a des problèmes dans vos groupes pour pouvoir faire ce choix. Évidemment, ça je vais y revenir tout à l'heure, mais on présente pas à l'écrit un projet de la même manière qu'à l'oral. Dans le cadre de l'écrit, on va avoir des détails, on va avoir des réponses précises, on va avoir des éléments techniques qui sont importants, par exemple dans le fait qu'un bailleur choisisse ou ne choisisse pas un projet, mais c'est pas forcément les éléments qu'on va choisir de mettre en avant à l'oral. En 20 minutes, vous ne pourrez pas a priori présenter, de toute façon, c'est pas, sinon ce serait vraiment très ennuyeux au sens strict, vous n'allez pas présenter l'intégralité de votre note conceptuelle dans l'ordre où elle est écrite. C'est là aussi qu'on a un exercice oral, c'est que vous allez devoir choisir des éléments qui vous semblent importants, qui vous semblent les plus convaincants, qui vous semblent vivants, qui vont nous donner envie, en fait, de soutenir votre projet. Et évidemment, c'est pas en donnant certains détails qu'on va se dire, tiens, super, j'ai envie de mettre 300 000 euros dans ce projet, je trouve ça passionnant. Donc, il faut que ça reste sérieux pour être convaincant, mais il faut aussi que ce soit vivant. Donc, ça veut dire que même si vous avez jusqu'au 20 avril pour rendre votre travail final écrit, c'est quand même recommandé d'avoir bien avancé avant parce qu'il va falloir un peu réfléchir
à la manière dont vous allez le présenter à l'oral. Donc ça aussi, c'est une partie du travail de ce groupe. On ne souhaite pas de PowerPoint, on ne souhaite pas de choses comme ça, on veut vraiment que ce soit un exercice oral. Donc, vous parlez et vous allez pour pouvoir faire cet exercice. Mais donc, il y a un vrai travail de passage de l'écrit à l'oral où on ne présente pas les choses de la même manière à l'oral qu'à l'écrit. Donc ça, il faudra vraiment que vous y réfléchissiez et que vous sachiez mettre en avant les bons éléments, en sachant qu'après votre présentation de 20 minutes, nous, on vous posera aussi quelques questions. Donc, faites attention à ne pas vous lancer dans je lance une perche, en fait, je ne connais absolument pas euh, les détails par exemple, du contexte politique, où je ne connais absolument pas je fais une phrase, mais en fait, je ne suis pas capable de répondre si on me pose une question dessus. Parce qu'il y a toujours un risque qu'on vous pose une question là-dessus. Et ça aussi, ça fait pas du tout. Là, je repasse dans le monde professionnel, mais ça fait pas du tout sérieux. Et donc, ça donne pas du tout envie de vous donner d'argent si on vous pose une question un peu précise sur une activité que vous voulez faire et que vous ne savez pas y répondre. Donc, une partie présentation, une partie question. Est-ce que justement il y a des questions là-dessus ou est-ce que c'est clair? C'est clair? Ok. Hop. Donc, euh, l'exercice du coup à partir de maintenant jusqu'à la fin du semestre, ça va être de rédiger la note conceptuelle d'un projet. Cette note conceptuelle, elle sert à la fois en interne à votre ONG et en externe à votre ONG. En interne à votre ONG, l'objectif de la note conceptuelle, c'est de poser le cadre du projet, de le penser, de le définir et d'essayer de déterminer euh, ses objectifs, comment dire, les activités qu'il contient et qui donc évidemment doivent aller avec les objectifs que vous poursuivez. Et tout ça doit s'aligner avec le contexte dans lequel vous allez intervenir, donc le contexte, les objectifs, les activités, mais qui va aussi permettre de définir les moyens, les méthodes, les instruments que vous allez utiliser pour réussir ce projet. Donc c'est ça la dimension interne, en fait le fait de mettre à l'écrit permet de réfléchir, permet d'aller plus loin que simplement discuter autour d'une table et permet de se rendre compte de problèmes qu'on va essayer de résoudre. Et donc il y a d'abord une première dimension de cette note qui est d'abord interne pour vous permettre de cadrer votre projet et de bien le penser et justement d'articuler les éléments entre eux pour vous rendre compte s'ils sont cohérents. Et ensuite, cette note conceptuelle, elle a une dimension externe, c'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'elle doit convaincre. Et notamment, elle doit convaincre un bailleur de financer votre projet, comme elle peut aussi vouloir convaincre un partenaire de travailler avec vous. Donc, donc en gros, c'est pas un brouillon qu'on rédige pour soi ou pour son équipe. C'est d'abord un brouillon qu'on rédige pour soi et son équipe jusqu'à arriver à une version finale. Et cette version finale, elle doit aussi être un document, en gros, de communication externe qui va vous permettre de convaincre. Donc, dans tous les cas, que ce soit un bailleur, et là en l'occurrence l'exercice est un bailleur, mais ça pourrait aussi être un partenaire, que ce soit un bailleur ou un partenaire, euh, euh, il faut embarquer en fait la personne avec vous pour qu'elle ait envie de soutenir votre projet. Donc, il faut à la fois que ce soit un peu exaltant, un peu innovant, ou très humain, ou tout ce qui va pouvoir donner, bah, vous voyez bien vous-même si vous voyez une présentation d'une ONG ou un appel aux dons de Médecins sans frontières ou de je ne sais qui, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui va vous donner, enfin, qui va vous convaincre que votre appui est nécessaire. C'est exactement la même chose pour un bailleur. Et en même temps, ce qu'on va aussi chercher, c'est démontrer un sérieux, une capacité à mettre en œuvre les activités qu'on est en train de présenter, leur adéquation avec le contexte, parce que c'est toujours pour un partenaire comme pour un bailleur, c'est un risque de s'embarquer avec vous. Donc il faut quand même, c'est pas juste vendre du rêve, c'est avoir démontrer par la note conceptuelle du projet la pertinence du projet, son sérieux et votre capacité à le mettre en œuvre. Donc ça aussi, c'est absolument essentiel. Euh, évidemment, là, dans le cadre d'un exercice qui répondra à un appel à projet, le bailleur, et c'est très souvent le cas, le bailleur va vous donner un modèle que vous devez suivre. Ben, il faut le suivre en fait. C'est-à-dire que c'est pas une alternative, c'est pas une proposition, c'est une trame qu'on vous demande, que le bailleur va vous demander de respecter. Déjà, si vous la respectez pas, ça part très très mal.
Donc, c'est exactement comme les consignes que je vous donne quand vous devez faire un examen. En fait, c'est même pas. Il y a des choses sur lesquelles, évidemment, il faut penser la pertinence de ce qui est demandé. On ne va pas répondre à un appel à projet d'un bailleur qu'on désapprouve complètement, que ce soit un bailleur public ou un bailleur privé, par exemple. On ne va pas proposer un projet qui n'a pas de sens pour l'organisation. Ça, c'est ce qu'on réfléchit. En revanche, si on vous demande de décrire les ressources humaines, de décrire la sécurité du projet et de répondre à telle question dans cet ordre précis, là, la question ne se pose pas en fait. Il faut déjà pas griller ses chances en ne respectant pas déjà des consignes élémentaires. Donc, et ça c'est vrai, y compris pour nous, hein, tous les jours quand on travaille. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut quand même se conformer aux attentes. C'est vous qui êtes demandeur, c'est pas la personne qui va vous donner. C'est exactement pareil si vous cherchez un emploi et qu'on vous demande un CV de telle manière, une lettre de motivation de telle manière, c'est pareil. Vous choisissez évidemment l'entreprise ou l'organisation dans laquelle vous travaillez. Est-ce que la mission, elle vous convient? Est-ce que le salaire, il vous convient? En revanche, si vous voulez avoir une chance de décrocher ce poste, il faut quand même faire ce qu'on vous demande. Donc, respecter la deadline, envoyer les pièces qui sont demandées, etc. C'est exactement pareil pour répondre à un appel à projet. Donc là, vous avez un certain nombre de consignes formelles que je ne vais pas redétailler. Ça se suffit à soi-même. Donc il faut que vous réfléchissiez que vous respectiez en fait ces consignes. Alors, on répète qu'il faut mettre son nom et son prénom parce qu'il y en a qui le font toujours pas. Donc, c'est pas, c'est pas par plaisir, mais vous vous rendez bien compte que si vous mettez pas vos noms et prénoms, ça devient très compliqué pour corriger vos copies. Ou si vous rendiez une note, c'est exactement la même chose que si vous proposez un projet, mais que vous mettez pas de coordonnées pour vous joindre. C'est des détails. En soi, c'est pas, ça ne dit rien de votre intelligence ou de votre créativité, mais par contre, ça dit que ça va vous poser des problèmes pour pouvoir remporter le projet. Donc, ce qui vous est demandé là, c'est de vous conformer à ces règles simples pour quand vous allez répondre à votre appel à projet. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus sur la note conceptuelle, le sens que ça a, les consignes? Ça va, c'est clair? Ok. Donc, il y a un certain nombre d'éléments que vous connaissez déjà. Je répète bien un certain nombre de choses importantes. Cadre, vous partez évidemment de l'ONG que vous avez créée, vous ne changez pas, sauf on peut discuter si vous rencontrez des problèmes avec un certain nombre de caractéristiques que vous avez choisies. Mais sinon, vous partez de votre ONG. Vous allez ensuite, tout le reste est vrai, c'est-à-dire que au sens où le contexte d'intervention que vous allez choisir, les partenaires que vous allez choisir, les activités que vous allez faire, tout ça doit être réel. Évidemment, notamment pour le contexte et pour vos partenaires, ce sont des vraies organisations que vous avez repérées. Mais c'est vrai aussi pour vos objectifs, vos activités. Il faut être ambitieux, mais être réaliste quand même. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ce soit réalisable. Et quand je dis réalisable, c'est notamment par rapport au contexte dans lequel vous allez intervenir. On va pas, par exemple, on ne va pas aller faire certaines activités, par exemple, destinées aux femmes en Afghanistan en ce moment, ce n'est pas possible. Ce serait très bien, mais ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est par rapport au contexte. Par rapport au temps, si vous proposez un projet d'un an, vous ne construisez pas un hôpital parce que vous n'allez pas y arriver. C'est pas possible. Et si vous proposez un budget de 200 000 euros, vous n'allez pas non plus construire un hôpital parce que c'est beaucoup trop cher pour 200 000 euros. Donc, voilà, c'est dans cet aspect-là qu'il faut quand même qu'il y ait une dimension réaliste dans ce que vous allez proposer par rapport au contexte, par rapport au budget, par rapport au temps d'exécution que vous allez définir. Donc ça fait partie des choses qui sont importantes. Et bien sûr, il faut en revanche être créatif, c'est-à-dire et un peu singulier. C'est-à-dire que il ne faut pas que votre projet, ce soit le projet que pourrait faire n'importe quelle ONG d'urgence, par exemple. Ça n'a aucun intérêt. Donc, il faut que l'identité que vous avez donnée dans votre fiche ONG, il faut évidemment qu'on la retrouve dans le cadre du projet. Et donc, que vous gardiez, que votre projet soit spécifique. Là aussi, ce qu'on a envie de financer, c'est des choses qui sont un peu innovantes, qui sont différentes, et c'est pas la énième proposition qui est identique à la précédente. Donc il faut être réaliste,
et créatif, ce qui est pas toujours facile. Et je répète bien un point qui là par contre est fondamental, c'est ne vous lancez pas dans des activités qui ne relèvent pas des ONG. Parce que ça, c'est vraiment c'est être plus ou moins créatif, disons que ça, c'est plus ou moins bien. Par contre, proposer des choses qui relèvent des États ou qui relèvent des organisations internationales, c'est carrément une erreur. Donc, et donc ça peut pas fonctionner. Et donc, c'est quand même plus embêtant. Donc, voilà, c'est ça, c'est essayer de trouver cet équilibre entre proposer quelque chose qui soit singulier et un peu nouveau et en même temps garder une dimension réaliste et une dimension qui soit bien adaptée à ce que peut faire une ONG. Ça, c'est vraiment la partie essentielle. Alors, du, l'objectif de l'exercice là, de cette deuxième partie de semestre, ça va donc être de répondre à l'appel à projet que vous avez sous les yeux, qui est donc une proposition du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui lance un appel à projet et un appel à projet qui va vous inviter à candidater en proposant, comment dire, en proposant ben, un projet pour votre ONG. Alors, pour que l'exercice soit quand même un petit peu drôle, je ne vais pas décrypter avec vous le texte de l'appel à projet. Mais évidemment, c'est la première chose qu'il faut lire et qu'il faut analyser pour voir quelles sont les contraintes, quelles sont les... Et alors, il y a des contraintes impératives, il y a des recommandations, c'est pas, vous comprenez le français, donc vous savez que c'est pas la même chose, mais qui vont borner votre travail et qui vont donc être des contraintes avec lesquelles vous allez devoir composer pour préparer votre projet. Donc, ça veut dire que déjà, le premier travail à faire, c'est de vous réunir dans votre groupe pour échanger sur cet appel à projet et faire le point sur les contraintes qu'il contient et comment déjà les lister, les comprendre et voir comment ensuite vous allez les intégrer dans la réponse que vous allez faire. C'est un exercice qui est essentiel parce que c'est un exercice qui est déjà systématique dès lors qu'on répond à un appel à projet, donc c'est-à-dire ce que font des ONG toute l'année. C'est déjà, vous avez compris que le contexte budgétaire de la solidarité internationale est très mauvais, donc il y a une très très forte concurrence. Donc déjà, si vous ne respectez pas ce qui est demandé, vous pouvez présenter le projet le plus intéressant du monde. Si ça ne répond pas aux contraintes qu'a posé le bailleur, c'est même pas la peine de déposer votre projet. Donc, l'objectif, c'est toujours, et ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que rédiger une réponse à un appel à projet, ça prend du temps. Donc, pour une ONG, c'est toujours une question qui se pose, est-ce que je réponds ou est-ce que je réponds pas à l'appel à projet? Parce que ça va demander du temps aux équipes. Donc, il faut quand même avoir une chance d'obtenir. En gros, quand vous demandez du temps à vos équipes, ça vous coûte de l'argent, puisqu'il y a des gens qui travaillent et ces gens sont payés pour faire ce travail. Donc, chaque fois que vous allez répondre à un appel à projet, c'est un choix de consacrer une partie des finances que vous avez à une proposition que vous allez faire pour essayer d'obtenir d'autres financements. Donc, ça veut dire que vous avez besoin de maximiser vos chances, en fait, de pouvoir obtenir cet appel à projet. Alors parfois, il y a des... Bon, évidemment, là, le but, c'est pas ça, mais il y a des vrais arbitrages qui doivent être faits. Est-ce que notre ONG, son mandat ou les projets qu'on a envie de faire, ils peuvent ou pas rentrer dans cet appel à projet? Quand ça rentre manifestement pas, ça sert à rien d'essayer de préparer une réponse. Là, vous faites les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous allez devoir faire avec ces contraintes. C'est exactement aussi la même chose que quand vous allez postuler, par exemple, pour un emploi. Quand vous postulez pour un emploi, en général, il y a une fiche de poste, il y a une annonce avec des attentes et des choses et des attentes de l'employeur qui recrute. Euh, ben, j'ai envie de dire pour la même personne. Alors, vous êtes encore jeune pour la plupart d'entre vous, donc vous en rendez pas forcément compte, mais quand on a un certain nombre d'années d'expérience, on peut présenter 10 CV différents qui seront tous justes, hein, ça veut pas dire qu'on ment, mais 10 CV différents qui vont être vrais par rapport à l'expérience que vous avez, mais qui seront adaptés de manière différente euh, par, euh, par rapport au poste sur lequel vous allez postuler. Et c'est fondamental, en fait, de le faire. Si, par exemple, euh, en général, dans une expérience professionnelle, vous allez avoir
Par exemple, si on prend l'exemple du projet Nengo que vous connaissez maintenant, bah, ça veut dire que la personne qui a coordonné ce projet, elle a de bonnes connaissances sur le genre et les violences sexuelles, mais elle a aussi de bonnes connaissances sur la coordination de projet, elle a de bonnes connaissances sur le fait de travailler avec l'AFD, elle a de bonnes connaissances sur le fait de gérer un projet en consortium avec plusieurs millions d'euros de budget. Ben, ça fait tout un panel de compétences. Si vous postulez chez ONU Femmes, vous allez plutôt mettre en avant le fait que vous êtes un bon expert en genre et en violence sexuelle. Si vous allez postuler, par exemple, dans une ONG qui cherche à un nouveau directeur, par exemple, vous allez plutôt mettre en avant le fait que vous êtes un bon coordinateur de projet, que vous savez gérer des budgets, gérer des bailleurs. Dans les, dans votre réponse, ça va toujours être exact, mais vous n'allez pas mettre la même chose en avant. Et ça, vraiment, ça se travaille aussi à l'écrit, d'être capable de bien comprendre qu'est-ce qui est attendu et comment moi je vais présenter mon raisonnement, mes pensées, mes idées, ma carrière professionnelle, etc., par rapport à ce que la personne attend et à ce qu'elle cherche. Et donc, c'est vraiment un exercice qui est essentiel parce qu'on peut passer à côté d'opportunités pour ça. Et c'est exactement la même chose dans le cadre de ce type d'appel à projet. Il y a des éléments que le bailleur vous encourage à mettre en avant. Si vous ne le faites pas, tant pis pour vous, en fait. Même si vous le faites dans la vraie vie, si vous n'êtes pas capable de l'expliquer dans le document, bah, vous passez à côté de l'opportunité de remporter des fonds et c'est quand même vraiment dommage. Donc, l'objectif de l'exercice, il est là aussi pour vous, c'est d'être capable de travailler un peu cette compétence. Donc, là, maintenant, pour le deuxième semestre, votre objectif à vous, c'est de rédiger une note conceptuelle qui va vous donner la meilleure chance possible d'obtenir une réponse positive dans le cadre de cet appel à projet. Je vous le dis tout de suite, on vous a vraiment simplifié, entre guillemets, les choses au sens où il y a peu de contraintes. Comme il y a plein d'ONG différentes, etc., pour que vous puissiez tous postuler, il n'y a pas trop de contraintes, et parce que vous n'avez pas d'expérience encore, pour la plupart. Mais ça, parfois, certains appels à projets, c'est 5 pages, hein, dans lesquelles il y a 5 pages de demandes, d'attentes, de contraintes, etc., etc. Donc là, essayez déjà sur ces quelques lignes-là de vraiment de ne pas rater cette première étape, de bien identifier ce qui est attendu. Est-ce qu'il y a des questions sur le texte de l'appel à projet déjà? Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que c'est rédhibitoire si on respecte pas les zones géographiques prioritaires? Parce que notre ONG, nous, elle se concentrait sur Madagascar. Donc, sinon, ça veut dire Alors, qu'il faut c'est pas reprendre tout. rédhibitoire parce que c'est marqué prioritaire, mais vous avez il y a un petit challenge de plus. D'accord. Mais je sais Ok. très bien qu'il y a ce problème des zones géographiques, donc vous inquiétez pas non plus, c'est pas dramatique. Essayez déjà de respecter le reste. D'accord. Ce Merci. sera pas, ça va pas, vous n'allez pas avoir une mauvaise note pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Oui, allez-y, pareil, Margot. donc sur la zone géographique, on peut, par exemple, si on est situé dans un certain pays ou dans une certaine zone, on peut par exemple dire que, ben, vu que les zones prioritaires, c'est l'Afghanistan, la Guinée, etc., on peut dire, ben, on décide d'agir ici pour votre projet ou c'est plus cohérent de rester dans la zone où Ça, c'est à on vous est. d'arbitrer, les deux sont possibles. Ok. C'est-à-dire qu'on peut transposer une expertise qu'on a acquise sur un terrain sur un autre terrain, Hmm. c'est un choix, ou on peut au contraire choisir de mettre en avant les besoins dans une autre zone. D'accord. Et on peut choisir un seul domaine, par exemple l'éducation, si notre... Là, on c'est n'est pas pareil, obligé ce de sont des choisir. choix. Tout à fait. Vous Ok, pouvez d'accord. choisir un domaine, être spécialisé sur une question. Vous pouvez en traiter plusieurs. Il ne faut pas traiter tout en même temps, par contre. Ok, Là, c'est d'accord. pareil, c'est-à-dire que en fait, on y reviendra, mais chaque bailleur, son objectif, c'est que l'euro qu'il va mettre ou le dollar qu'il va mettre qui va vous donner, en fait, il veut qu'il ait le maximum d'efficacité et de visibilité possible pour lui. Mais en même temps, il veut aussi que vous soyez capable de faire ce que vous avez dit que vous allez faire. Donc, il faut trouver un équilibre, là aussi, entre D'accord. couvrir tous les besoins et faire ce qu'on sait faire et pas faire trop de choses non plus en même temps. Nina, Ok, allez-y. merci. Pareillement, nous, notre ONG, elle se concentre plutôt sur un type de population, en l'occurrence, c'est les détenus ou les personnes qui sont privées de liberté. Et est-ce que, du coup, si on n'agit pas sur la globalité de la population dans la zone géographique, c'est grave ou pareil, c'est un choix qu'on doit arbitrer Non, c'est entre un nous? choix.
Vous pourriez aussi être une ONG qui va travailler sur les peuples autochtones ou une ONG qui va travailler sur les droits des femmes ou qui va travailler sur les enfants. C'est la même chose. On peut choisir un public aussi particulier. Il faut par contre réussir à montrer que les besoins particuliers de ce public, qu'est-ce qui vous amène à travailler sur ce public en particulier, en quoi travailler sur ce public, ça va permettre aussi en général de toucher. Si vous aidez un détenu, vous aidez pas que le détenu, vous aidez d'abord ce détenu, mais vous aidez aussi sa famille, la communauté qui est autour, etc. Donc, il faut juste bien expliquer ce que vous allez faire et démontrer l'importance de le faire. Ok, très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Ok, alors on passe à la suite. Alors, et là, là, vous voyez la première partie, donc la synthèse de l'action, c'est-à-dire la première partie que vous devez commencer à rédiger pour qu'on arrive à les valider d'ici la mi-mars. En gros, une synthèse de l'action, c'est un résumé de ce qui va être contenu, enfin, en tout cas, un résumé des principales informations du projet que vous allez ensuite décliner dans votre note conceptuelle. Donc ça nous permet, dans le cadre de l'exercice, d'avoir fixé le cadre en fait dans lequel vous allez ensuite rédiger votre note conceptuelle. Dans la vraie vie, ça permet au bailleur de lire en une page ou en deux pages maximum ce que va contenir le reste de la note. D'accord? Donc, comme toujours, quand on prépare ce genre de choses, ça veut dire que c'est comme une introduction d'une dissertation. Ça veut dire que c'est en gros la première chose qui va être lue. Alors, là, ce que je vais dire, par contre, ne concerne pas les dissertations, mais ça veut dire que si ça c'est raté, le bailleur, il n'est même pas la suite, en fait. Parce qu'une note conceptuelle, c'est gros. Donc, ça veut dire que si, en général, évidemment, et plus les ressources sont rares, plus il y a un grand nombre de réponses. Là, dans le cas de l'appel à projet, si le bailleur il reçoit 350 projets proposés par différentes ONG, il va falloir qu'il fasse un tri. Il ne va pas se taper de lire 50 fois 350 pages. Donc, il va déjà faire une première sélection sur la base de la synthèse. Donc, ça veut dire que c'est une partie qui est cadrante pour vous, pour votre projet, mais qui va être aussi déterminante en fait pour la réussite de votre exercice. Donc, cette synthèse de l'action, elle comporte les rubriques qui sont indiquées là, que vous allez pouvoir télécharger après sur eLearn ou par mail. Et il faut évidemment remplir toutes les rubriques. Et il faut remplir toutes les rubriques de manière conforme à ce que je vais vous donner comme consigne là oralement pour que ne pas tomber à côté. Première chose, l'intitulé du projet. L'intitulé du projet, c'est le titre du projet. Et donc, exactement comme le nom d'ONG que vous avez choisi, il faut essayer d'avoir un intitulé de projet qui soit clair dans qu'est-ce qu'on va faire dans ce projet, qui soit un peu percutant et qui ait un peu de sens, si c'est possible. Donc, ça peut être. Alors, après, il y a 150 000 manières de trouver un bon titre à un projet. Parfois, on n'en trouve pas d'ailleurs. Mais enfin, là, vous allez essayer pour l'exercice de le faire correctement. Ça peut être une sorte de sigle qui a une signification. Ça peut être un mot dans une langue qui a du sens pour le projet que vous proposez. Ça peut être trois ou quatre mots un peu forts qui vont donner envie de soutenir votre projet. En tout cas, il faut faire un petit travail de réflexion autour de l'intitulé de votre projet et il faut que ce soit relativement bref. Je vais pas 3 lignes pour donner un titre d'un projet. Donc ça, c'est la première chose. Première partie. Ce qui va pas forcément. Enfin, en fait, je vous déconseille d'essayer de trouver dès le début l'intitulé de votre projet. Enfin, commencez à y penser, mais en général, il faut un peu de temps pour trouver le bon intitulé. Et faites évidemment évoluer l'intitulé de votre projet. Si vous faites bouger des choses dans le projet, peut-être le titre il bouge. Donc, il faut vraiment le terminer à la fin de la synthèse de l'action. Ensuite, deuxième partie, le résumé. Alors, on va retomber exactement sur les mêmes problèmes que quand vous avez écrit le mandat. C'est un texte qui doit faire quelques lignes. C'est entre 5 et 10 au grand maximum, qui doit être bien révélateur de ce que vous allez écrire ensuite et qui doit quand même donner envie. Donc, il faut qu'il y ait du sens, il faut que ce soit précis, il faut que ce soit bien. Et surtout, je répète, on structure. C'est pas parce que ça fait 5 ou 10 lignes qu'on écrit comme on parle ou qu'on écrit dans n'importe quel ordre ou que, au contraire, plus le texte est court, plus il faut qu'il soit puissant. Donc, il faut qu'il soit organisé. Deuxième chose, l'objectif général du projet.
Alors, je sais que c'est pas toujours évident de faire des nuances, mais il faut vraiment que vous arriviez, enfin, de faire la distinction, pardon, pas des nuances, de faire la distinction entre qu'est-ce que c'est un objectif, qu'est-ce que c'est une activité, qu'est-ce que c'est une méthode de travail. Ce sont trois choses différentes. L'objectif général, je vais le dire aussi, je ne sais pas trop comment vous le dire autrement, mais c'est quel est l'objectif général de votre projet? Pourquoi vous faites ce projet? Et donc, pourquoi vous faites cette activité? Donc, c'est vraiment euh, du, le cœur du projet, c'est-à-dire tout ce autour de quoi le projet est organisé et va se structurer. C'est ça qui donne sens à votre projet. Et votre objectif général, il doit bien sûr se baser sur un besoin. Donc, c'est-à-dire, vous allez travailler dans un contexte géographique. Dans ce contexte géographique, il y a un besoin que vous avez identifié. Et autour de ce besoin, votre ONG va poursuivre un objectif. Alors, bien sûr, il peut y avoir plusieurs besoins, etc. Mais en tout cas, il faut réussir à trouver un objectif général qui va être le cœur du projet que vous allez rédiger. Et j'insiste bien, je serai intransigeante sur la cohérence avec cet objectif. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire ensuite doit être lié à cet objectif, sinon c'est qu'il y a une erreur dans l'objectif ou il y a une erreur dans les activités, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, on va déterminer des objectifs spécifiques. Alors, vos objectifs spécifiques doivent être évidemment cohérents avec l'objectif général. Pour ceux qui sont habitués à faire des plans, c'est comme si l'objectif général c'était un grand 1 et que vos objectifs spécifiques c'était un A, B, C, D. D'accord? Donc, il faut que les objectifs spécifiques sont des objectifs qui vont permettre d'atteindre l'objectif général. Donc, j'essaie de donner un exemple précis. Euh, Votre objectif général, c'est améliorer la santé des femmes en Centrafrique. Vos objectifs spécifiques, ça peut être, par exemple, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, donc il va y avoir un petit temps. Vos objectifs spécifiques, ça peut être, par exemple, améliorer la santé des femmes enceintes, améliorer la santé des mères, améliorer la santé, euh, un autre axe de santé, par exemple. Donc, il faut que vos objectifs spécifiques aillent dans le sens de votre objectif général. Par contre, vacciner les femmes, c'est pas un objectif. Vacciner les femmes, c'est une activité qui va permettre d'atteindre un objectif, qui sera améliorer la santé. Donc ça, j'insiste bien, il faudra vraiment que vous réfléchissiez à ce point, à ces points-là, quand vous allez préparer votre fiche, votre synthèse de l'action, de bien faire attention de ne pas vous emmêler les pinceaux entre les activités et les objectifs. On ne vaccine pas pour vacciner. On vaccine parce qu'on veut améliorer la santé des personnes ou faire de la prévention. Bref, on peut le formuler comme on veut, mais en tout cas, c'est pas vacciner pour vacciner. C'est pas distribuer des médicaments pour distribuer des médicaments. C'est parce qu'on a un objectif derrière soi. Si je le plaque sur les questions juridiques, on ne fait pas de la formation des acteurs de la chaîne pénale pour faire de la formation des acteurs de la chaîne pénale. On fait de la formation des acteurs de la chaîne pénale parce qu'on veut, par exemple, améliorer l'efficacité de la chaîne pénale sur un point particulier. Voilà. Et c'est ça qu'il faut vraiment garder en tête parce que c'est ça qui donne le sens de votre projet. Si vous dites, bah, moi j'ai envie de faire de la formation des acteurs, en fait, ça n'a pas de sens. On ne comprend pas pourquoi vous faites ça, ça ne donne pas envie de le faire. Si par contre on comprend que vous allez améliorer euh, la justice sur tel point dans un pays parce que ça pose un problème, là on comprend le sens de faire de la formation. Donc c'est vraiment, il faut vraiment bien distinguer les deux. Est-ce qu'il y a des questions sur objectif général, objectif spécifique ou est-ce que c'est clair? Ça va? Donc en général, c'est ça une première partie c'est là que ça peut coincer un petit peu. Il faut évidemment, on ne fait pas le résumé en deuxième, hein. Le résumé, ça se fait quand on a fait tout le reste. Pour pouvoir faire le résumé, il faut que vous ayez déjà déterminé toutes les autres lignes de la synthèse de l'action. Durée du projet, ça, c'est à vous de fixer la durée. Il faut évidemment que la durée. Alors, déjà, le bailleur, c'est le Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc, je vous le dis tout de suite, ils ne vont pas financer un projet sur 5 ans. C'est beaucoup trop long pour eux. Donc, il faut une durée qui soit plus brève. Ensuite, il faut une durée qui soit adaptée par rapport au budget qui est disponible. On ne fait pas un projet de 15 ans avec 200 000 euros. Ce n'est pas possible.
Donc, et ensuite, il faut que par contre, il faudra bien veiller à la cohérence entre la durée que vous allez choisir et les activités que vous allez faire. On mène pas des activités complexes en 3 mois. Donc, là aussi, c'est une question de cohérence. Ensuite, la zone d'intervention. La zone d'intervention, c'est le pays que vous allez avoir choisi pour intervenir et c'est éventuellement le secteur géographique que vous allez avoir choisi s'il y a besoin de le mentionner. Donc, par exemple, euh, la France est un département ou une ville. Donc, il faut que là, c'est pareil, vous ne faites pas de blabla, hein, il faut que ce soit, il y a 4 mots, on comprend où vous allez agir. D'accord? Ensuite, les bénéficiaires, essentiels. Une des premières choses que va se demander le bailleur, c'est qui est bénéficiaire de ce projet. Et en gros, c'est combien ça me coûte pour combien de bénéficiaires. Il y a une dimension aussi, c'est malheureux, mais c'est ça la réalité. Il y a une dimension aussi en quelque sorte de rentabilité. Donc, les bénéficiaires, euh, il y a des bénéficiaires directs, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire les personnes qui vont participer aux activités, qui vont être bénéficiaires de ces activités directement. Et il y a des bénéficiaires indirects, c'est-à-dire si vous faites une formation des acteurs de la chaîne pénale, les acteurs de la chaîne pénale sont des bénéficiaires directs, les justiciables sont des bénéficiaires indirects. D'accord? Donc là, il va falloir que vous identifiez clairement, et là c'est pareil, c'est pas du blabla sur 15 lignes, c'est des mots-clés, des tirets, des points, ce que vous voulez pour que la présentation soit claire et en distinguant les bénéficiaires directs, les bénéficiaires indirects. C'est pareil, là, si vous avez des sous-catégories de bénéficiaires, il faut qu'ils soient regroupés dans des catégories. Il ne faut pas que ce soit un catalogue de 150 bénéficiaires sans organisation, sans hiérarchie, sans rien. Mais c'est un travail qui est absolument essentiel. Ligne suivante, le financement. Là, vous allez devoir écrire en toutes lettres et en euros quel est le financement que vous sollicitez. En toutes lettres, en tout chiffre surtout, mais en tout cas, très clairement, je demande 212 554 euros, par exemple. Et en fait, là, on ne va pas du tout vous demander, rassurez-vous, de faire un budget détaillé, c'est trop, bien trop. Pour l'instant, vous n'êtes pas. Déjà, c'est un énorme travail, et ensuite, vous n'êtes pas forcément encore en mesure de faire ce type de budget. Ce que nous, on va essayer de voir, c'est est-ce que c'est cohérent à peu près le montant que vous demandez avec ce que vous voulez faire. Et une fois encore, là, on contrôle l'erreur manifeste d'appréciation et on va pas regarder à 20 000 euros, est-ce que c'est OK? Par contre, on va regarder à 100 000 euros ou à 1 million d'euros ou à 100 000 euros, est-ce que c'est cohérent à peu près? Voilà. Donc ça, c'est important. Là, voilà, il faut noter le budget que vous voulez. Ensuite, vos partenaires d'exécution. Donc là, pareil, on essaye d'organiser entre les partenaires internationaux s'il y en a, les partenaires nationaux s'il y en a, et on donne les noms des partenaires. Ça aussi, ça peut donner envie, en tout cas, à un bailleur de partir avec vous en fonction des partenaires que vous avez. Et ensuite, le point de contact que vous allez avoir. C'est-à-dire à qui on joint si on veut donner suite, en gros, à votre réponse. Donc là, il faut un nom, un prénom, une fonction, un mail, un téléphone, en gros. Voilà, en gros, pour la synthèse. Donc, vous voyez que on ne vous demande pas à ce stade de décrire les activités. En revanche, il faut quand même que vous ayez une idée des activités que vous allez faire parce que sinon, ça risque de tous s'effondrer après. Donc, ça veut dire que dans votre tête, au moment où vous allez rendre la synthèse de l'action, il faut que l'objectif général, les objectifs spécifiques et à peu près et la liste des activités que vous allez faire ça soit clair dans votre esprit dès ce stade-là. Et donc, ensemble, on valide cette partie-là avant que vous passiez ensuite à la partie 2. Est-ce qu'il y a des questions sur la synthèse de l'action là, ou est-ce que c'est clair pour vous? C'est clair? Ok. Alors, ensuite, une fois que vous aurez rempli cette synthèse de l'action et qu'elle sera validée, vous allez passer à une partie qui va être beaucoup plus longue et beaucoup plus rédigée avec des informations que vous n'aurez pas encore abordées jusque-là. Donc, alors, intitulé précis du projet, vous l'aurez déjà, vous allez déjà l'avoir donné dans la synthèse de l'action. Le secteur d'intervention,
le ou les secteurs d'intervention. Là, on n'est pas dans un secteur géographique, hein, on est dans un secteur d'activité. Durée et date du projet, ça, vous l'aurez déjà aussi plus ou moins défini dans votre synthèse de l'action. Ensuite, on va vous demander de décrire le contexte d'intervention. J'insiste vraiment par rapport aussi aux réponses que j'ai vues dans les cas pratiques. Il faut que les éléments de contexte que vous allez donner, bien sûr qu'il y a des éléments généraux sur le contexte, mais il y a aussi des éléments qui sont essentiels pour comprendre votre projet. On ne peut pas faire un projet destiné aux enfants si on n'a pas parlé de la situation des enfants dans le contexte dans lequel on va intervenir dans la partie contexte. Donc, il faut évidemment ne pas oublier les éléments généraux, mais il faut également aussi donner des éléments précis qui vont être utiles pour la lecture de votre et la compréhension et justifier la pertinence de votre projet à vous. Ensuite, la dimension territoire, carte, donc notamment quand c'est nécessaire. En tout cas, il faut préciser les territoires dans lesquels votre projet va être mis en œuvre. Expérience de votre ONG dans la zone et expérience de l'ONG dans les secteurs d'intervention. Vous avez bien sûr compris que euh, ce sont des éléments décisifs en fait pour juger votre crédibilité et les chances de votre projet de réussir. Donc il faut être évidemment, comme votre ONG n'existe pas et n'a donc aucune expérience, il faut que là, par rapport à la fiche que vous avez validée, il faut que vous arriviez à, en tout cas, trouver des éléments à mettre en avant, même s'ils sont fictifs bien sûr, pour nous donner envie de financer votre projet et en tout cas nous assurer un peu de votre sérieux et de votre expérience et de votre capacité à mettre en œuvre les activités. Ensuite, évaluation des besoins. Donc, j'insiste bien, de ça dépend tout le reste. Il faut que vous nous arriviez à nous démontrer, et là par contre avec des éléments factuels exacts, hein, des données qui sont justes, quels sont les besoins dans le secteur et la zone dans laquelle vous allez intervenir, et c'est de ça que va découler le reste. Donc, il faut pas délayer pour délayer, mais il faut quand même qu'il y ait suffisamment d'éléments pour nous assurer que votre projet repose bien sur une évaluation des besoins qui est solide. Moi, je ne veux pas financer un projet qui n'est pas nécessaire. Donc, pour qu'il soit nécessaire, il faut que je sache qu'il y a des besoins et lesquels. Donc, évaluation des besoins euh, dans le secteur d'intervention par rapport à vos activités. Et ensuite, vous allez, en gros, comment dire, préciser et rédiger un certain nombre d'éléments qui sont, qui sont déjà dans la synthèse de l'action, l'objectif général et les objectifs spécifiques, l'identification des bénéficiaires, avant de passer à la description précise des activités et des résultats. On y reviendra, et je ne sais pas si je l'ai écrit là, mais au besoin, je le réécrirai. Normalement, quand on présente dans une note conceptuelle des activités, les activités sont chacune liées à un objectif spécifique. Donc, en gros, vous avez un objectif général, vous avez un objectif spécifique qui va avoir un numéro. Donc, par exemple, un point améliorer la santé des femmes euh, lors des accouchements. C'est un objectif spécifique. Et vous allez à l'intérieur avoir des activités donc, qui vont être également numérotées. Donc, par exemple, 1.1, je ne sais pas, assurer un suivi avant l'accouchement, donc toute la santé des femmes durant la grossesse. Activité 1.2, toutes les activités qui vont être liées à l'accouchement. Activité 1.3, tout ce qui va être lié après l'accouchement. Et donc, vous voyez que là, exactement comme dans un plan, on retrouve l'idée de cohérence. Donc, en général, dans les activités, euh, dans chaque objectif spécifique, on va trouver une, deux, trois activités à peu près qui vont permettre d'atteindre cet objectif. Et donc là, la cohérence, elle est importante. Euh, Chaque activité, il va falloir la déterminer par un titre qui soit clair, quelques mots qui permettent voilà, de donner un titre à cette activité. Et ensuite, il va falloir quelques lignes pour expliquer quelle est la nature de cette activité, comment vous la mettez en œuvre et qu'on comprenne bien ce que vous allez faire.
avec chaque activité correspond un résultat. Cette activité par rapport à l'objectif spécifique poursuivi, quel résultat elle vous permet d'atteindre et en gros en quoi elle répond à cet objectif spécifique. Idéalement, les résultats, ils sont chiffrés. Par exemple, là, si je reprends l'exemple de la partie médicale, eh ben, je sais pas, il y a 100 femmes enceintes qui sont accompagnées durant le projet et les résultats, c'est que, je sais pas, la mortalité des femmes lors de la baisse de temps, la sécurité, la santé des bébés est améliorée de temps, etc., etc. Donc, objectif spécifique, une activité qui va avec, un résultat qui est atteint et qui doit montrer la cohérence entre votre activité et votre objectif. Et normalement, vous avez aussi, quand vous avez eu les cours au début du semestre, vous savez que les résultats doivent être vérifiables. Donc, on ne part pas dans des trucs ésotériques, hein. Il faut que ce soit chiffré, clair et que vous soyez après, une fois que vous aurez mené le projet, que vous soyez en mesure de démontrer que les résultats que vous avez promis, vous les avez atteints. Donc ça, c'est une autre chose, il ne faut pas vendre du rêve. Parce que le rêve, ça peut vous coûter très cher si en fait vous n'êtes pas capable de l'atteindre. Donc, il faut que votre résultat, il soit ambitieux pour donner envie de vous financer, mais qu'il soit aussi crédible par rapport à ce que vous êtes en mesure de faire et que vous soyez capable ensuite de rendre des comptes sur les résultats que vous avez effectivement atteints. Donc ça, la partie 2, ce sont vraiment les éléments essentiels du projet avec tous vos objectifs, vos activités, vos résultats, la zone dans laquelle vous allez intervenir, les besoins que vous avez identifiés. Donc, c'est la partie centrale, en fait, qu'il va falloir travailler. Ensuite, on va passer à une partie 3 qui va concerner des informations complémentaires qui sont des éléments de méthode, des éléments d'organisation, etc., qui vont aussi venir préciser la manière dont vous travaillez, la manière dont vous allez mettre en œuvre votre projet. Et ça aussi, c'est une partie essentielle parce que à la fois, ça va vous permettre de montrer le sérieux avec lequel le projet est pensé et donc votre capacité à le mettre en œuvre, mais ça va aussi montrer les valeurs avec lesquelles vous allez travailler. Et ça aussi, c'est évidemment très important pour évidemment très important pour un bailleur potentiel de savoir comment vous allez travailler. Donc, premier point, c'est la coordination entre votre ONG, votre projet et les acteurs qui sont présents sur place. Vous avez compris aussi avec la norme humanitaire fondamentale que c'est un enjeu important de ne pas dupliquer, de ne pas euh, intervenir sans concertation. Là aussi, vous devez bien sûr ça doit se baser sur des recherches réelles, hein. Qui intervient dans le secteur, qui fait quoi et comment vous pourriez travailler avec ces acteurs. Quels sont les moyens matériels et humains envisagés pour la mise en œuvre du projet? Donc là, c'est notamment c'est les moyens matériels, mais c'est aussi donc, je sais pas, des ordinateurs, des voitures, etc. Mais c'est évidemment aussi les ressources humaines que vous allez engager dans le cadre de ce projet. Je vous encourage à faire très attention, comme je le disais jeudi soir, les ressources humaines coûtent très cher. Donc il faut par rapport au budget que vous avez proposé, il faut que ce soit à peu près cohérent, en fait, l'équipe que vous allez proposer également. Voilà. C'est un des gros enjeux d'ailleurs des projets de taille moyenne. Donc les moyens matériels et humains. Comme je le disais aussi jeudi soir, l'objectif en fait d'un bailleur, c'est de financer le moins possible de moyens matériels et humains mais d'avoir le maximum de résultats possibles. Donc là aussi, il faut essayer de chercher un équilibre qui soit à la fois réaliste et en même temps qui ne fasse pas non plus peur aux bailleurs qui auraient l'impression de financer que des ordinateurs et du personnel et pas de financer des bénéfices directs pour les bénéficiaires. La collaboration avec un ou plusieurs partenaires locaux, qui là aussi doivent exister. Il ne faut pas, évidemment pas les contacter dans la vraie vie, mais par contre, qu'ils existent. L'analyse des risques, ça aussi, c'est très important. Et plus le contexte est en crise, plus c'est important. Et ça rentre effectivement, cette analyse des risques, elle fait partie des éléments essentiels pour que le bailleur puisse évaluer est-ce que cette ONG est sérieuse? Est-ce que son projet est bien pensé? Est-ce qu'elle a des solutions si un certain nombre de problèmes surviennent? Donc, c'est vraiment un élément important, en fait, d'être capable de montrer que vous avez bien analysé les risques et que vous êtes capable d'y répondre. Euh, la participation des bénéficiaires et la redevabilité. Donc ça, je pense que c'est très clair, on en parle depuis le début de l'année, donc je pense que vous voyez très bien de quoi il s'agit. Et
un dernier point dans cette partie-là, la question de la visibilité. Les bailleurs, évidemment, s'ils donnent de l'argent, ils ont envie qu'on sache qu'ils ont donné de l'argent. Donc, les actions de visibilité sont essentielles et ça fait partie des éléments contractuels d'ailleurs qu'on a avec les bailleurs, d'apposer des logos, d'avoir des temps de communication qui permettent de mettre en valeur le soutien en fait que le bailleur apporte à un projet et qui peut être ben, voilà, mettre des logos, qui peut être faire des posts sur les réseaux sociaux, qui peut être plein de choses en tout cas qui vont mettre en valeur et en évidence l'argent qui a été investi par ce bailleur pour votre projet. Donc ça semble anecdotique, mais c'est en réalité extrêmement important. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie 3? Non, c'est clair? Ok. Alors, il y a déjà beaucoup de choses que j'ai dites, mais c'est un petit aide-mémoire qui vous, qui va vous rappeler en gros les choses essentielles. Donc, je répète, vous allez concevoir un projet intégralement pour répondre à cet appel à projet. Donc, il faut vraiment que votre travail, de manière générale, mais là encore plus, il faut vraiment que votre projet soit pensé conformément à l'appel à projet et qu'il y réponde. Et pour ça, il faut que vous ayez bien identifié, c'est vraiment la première étape, bien identifier les attentes et donc comment vous allez pouvoir y répondre par rapport à votre projet. Et il faudra pas, en tout cas, il faudra essayer tout au long de la rédaction de votre projet de ne pas perdre de vue ces attentes et de bien y coller dans les différentes rubriques en fait que vous allez devoir rédiger. Pour le reste, je ne répète pas parce qu'on en a déjà parlé un paquet de fois. Là aussi, vous allez, en gros, dans le PowerPoint, c'est des choses que je vous ai déjà dites, mais ce sont les principaux points d'attention à garder à l'esprit au moment où vous allez faire votre exercice pour vous assurer de bien répondre aux attentes à la fois en termes de deadline, d'éligibilité, de zone géographique, de conditions de mise en œuvre, de type d'activité, etc. Parce que c'est absolument essentiel et c'est ça qui va vous permettre d'obtenir ou de ne pas obtenir un projet. Donc c'est pareil, essayez de le garder à l'esprit et d'y revenir quand vous en avez besoin, enfin si vous avez un doute sur une rubrique, comment répondre, etc. Essayez il faut vraiment revenir aux consignes pour pas passer à côté. Alors, par contre, ce n'est pas du tout le bon PowerPoint, c'est pas grave, et la fin n'est pas la bonne. Je reviens par contre vraiment sur 2 points avant de répondre à vos dernières questions. La première chose, c'est dans le premier, quand on a fait la première présentation du travail en groupe, j'ai insisté sur la nécessité de respecter, enfin, de vous organiser et d'avoir une charte de travail en groupe. Je vous invite, au moment où vous allez passer à cette deuxième phase, à y revenir et à discuter vraiment au sein de votre groupe de comment vous allez travailler, de qui va faire quoi et de vous réorganiser. Le travail que vous allez faire là, il est plus difficile que celui de la fiche ONG, il est plus long, il impose davantage de rédaction, il impose aussi de trouver davantage d'idées. Donc, en général, s'il y a du conflit, c'est là que ça se passe. C'est pas dans la première phase. Donc, c'est vraiment essentiel de bien revenir à la nécessité d'organiser votre travail de groupe. Vous n'êtes pas obligé de tous vous aimer, parce que c'est pas ça qu'on se cherche. Vous êtes obligé de tous vous respecter, par contre, et vous êtes surtout obligé de vous organiser pour si vous voulez continuer à pouvoir, en tout cas, si vous voulez atteindre vos objectifs, vous n'aurez pas le choix que de vous organiser. Et c'est ça aussi qui limite le conflit. Si chacun sait ce qu'il doit faire, si vous communiquez entre vous, si vous vous êtes mis d'accord sur le cadre au départ, normalement, ça évite quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de conflits. Donc, j'insiste vraiment sur ce point-là. Là, comme vous avez déjà fait une première phase, peut-être vous avez l'impression que tout va bien, c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas être vigilant sur la deuxième partie. Le travail en équipe, c'est vraiment à organiser tout le temps, en permanence en fait. Voilà. Euh, donc ça, c'est important. Deuxième chose, l'intelligence artificielle. Je vais vous répéter ce que je vous ai déjà répété aussi.
L'idée n'est pas de diaboliser l'intelligence artificielle. L'idée est de dire, ne soyez, utilisez cet outil de manière intelligente. Donc, l'intelligence artificielle, ça peut vous aider à vérifier des idées, ça peut même vous aider éventuellement à trouver un certain nombre d'idées, ça ne doit pas travailler à votre place. Le sens que vous allez mettre dans votre projet, les activités que vous allez avoir envie de mener et qui vont répondre à des besoins, c'est à vous de les trouver. La manière dont vous rédigez, enfin, travailler aussi vos capacités de rédaction, c'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour avoir une note à la fin en fait. Donc, il faut vraiment, il y a pas de, c'est pas du tout impossible de l'utiliser pendant que vous allez préparer votre travail de groupe. En revanche, c'est vraiment essentiel de ne pas vous laisser dominer par l'intelligence artificielle non plus, au sens où, alors, il y a vous laisser dominer par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire n'avoir aucune idée propre et, idée qui pourrait être enfin, qui pourrait aussi être plus intéressante. Enfin, l'intelligence artificielle, c'est pas non plus, c'est pas une personne, donc par définition, elle va pas créer quelque chose de nouveau. Et c'est non plus de pas avoir la flemme en fait, au sens où bah, je pose la question à l'IA qui me répond, je fais un copier-coller et c'est bon. Les deux sont des écueils à vraiment éviter. Euh, Sinon, vous pouvez évidemment essayer de vous servir, enfin, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous servir de l'outil. Et c'est pareil, c'est pas l'IA qui tranche vos conflits. Si vous n'êtes pas d'accord entre vous sur un certain nombre de choses, c'est à votre groupe de réfléchir, de débattre, de discuter pour trouver un accord. C'est pas l'IA qui tranche les conflits, c'est pas l'IA qui dit qui a raison, qui a tort. Voilà, donc c'est vraiment essentiel de garder ce cadre en tête, de garder vos idées personnelles, de garder votre analyse critique et ce qui ne vous empêche pas par ailleurs d'utiliser l'IA comme un outil. D'accord? En revanche, c'est pareil, vous savez que ça aussi, on vous l'a dit au départ, mais ça n'a déjà pas été respecté par un certain nombre d'entre vous, c'est pourquoi je réinvoque. Si vous utilisez de manière importante l'IA, ça doit être signalé. Sinon, c'est du plagiat. Et ça, l'intelligence artificielle n'y change rien. Vous n'allez pas recopier vous n'allez pas faire un copier-coller sur un site web ou recopier un livre. Bah, c'est exactement la même chose avec l'IA, en tout cas pas sans le signaler ou sans faire des citations. Donc ça, j'insiste vraiment là-dessus, parce que sinon, ce qui fait depuis plusieurs années là, l'intérêt de ce travail, c'est que on se retrouve avec des projets d'ONG et des projets d'activités qui sont très intéressants et dans lesquels les personnes ont mis bah, de leur personnalité, de leur goût, de leur expérience, etc. Si vous faites le travail avec l'IA, bah, en fait, on va perdre tous ces aspects-là. Donc, ce sera totalement inintéressant. Et ensuite, vous allez perdre, vous aussi, le bénéfice pour vous, à la fois d'apprendre à travailler en groupe ou d'améliorer vos capacités ou vos compétences à travailler en groupe, mais aussi à rédiger et à progresser dans l'expression écrite et dans l'expression orale. Et j'insiste bien, l'expression écrite, c'est vraiment pour lire quand même un très grand nombre de copies et de plus en plus, et connaître un certain nombre de personnes. Pour certains d'entre vous, c'est pas du tout le monde, mais pour certains d'entre vous, vos difficultés dans l'expression écrite, ça devient un handicap à vous exprimer. Et c'est vraiment dommage d'avoir de bonnes idées, d'avoir des choses à dire, d'avoir des engagements et d'être empêché de le faire pleinement parce que on a du mal à s'exprimer à l'écrit de manière claire, de manière cohérente, etc. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut travailler pour votre capacité à vous exprimer et après, alors d'une manière beaucoup plus pragmatique aussi pour votre capacité à trouver du travail, à réussir dans votre travail, etc. On va quand même vous demander de beaucoup écrire. Donc, l'IA, pourquoi pas comme un outil, une aide, un espace pour réfléchir, mais ça ne se substitue pas à vous et ça ne se substitue pas à vos idées et ça ne se substitue pas non plus à votre propre expression. Parce qu'il faut aussi trouver votre style, il faut trouver vos outils, vos techniques et ça, il faut travailler un peu soi-même à l'écrit pour pouvoir le faire, sinon vous ne progresserez pas. Voilà en gros ce que je voulais vous dire ce matin. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez des questions ou des remarques? Je voudrais juste fermer ce truc, voilà. Ou des questions sur cet exercice. Ça va?
Moi, j'ai une question concernant Elle- la mise en forme du projet final. On note tous les intitulés que vous avez mis et ensuite on écrit juste en dessous. Comment on met en page Oui, le plus simple, c'est que vous allez avoir tout simplement, en fait, vous allez récupérer, vous allez télécharger la note conceptuelle en Word et vous remplissez. D'accord, d'accord, Là, on va la mettre sur eLearn et on va la mettre, je vais vous là, le mail que je vais envoyer tout à l'heure avec les cours de la semaine prochaine, et etc., etc. Vous aurez le modèle et donc vous aurez qu'à le télécharger et à compléter les réponses. d'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais demander, est-ce que d'habitude, il y a un nombre de pages moyen attendu ou un nombre de pages moyen que les étudiants des dernières années avaient dans l'année Alors, il finale? faudrait que je fasse une petite enquête. C'est quand même un nombre de pages. Je pense qu'on est minimum à une vingtaine de pages, mais il faut que je regarde un peu davantage parce que j'avoue que j'ai pas fait spécialement attention. Alors, là aussi, il y a des styles et il y a des goûts. Moi, mon goût, c'est et après vous aurez votre style à vous, mais moi, mon goût, c'est plutôt alors. Il faut pas écrire 3 lignes et qu'on comprenne rien parce que c'est voilà. Mais il faut que ce soit dense, au sens où si ce que vous pouvez dire en une page, en 15 lignes, ça suffit avec des mots en fait, la densité, c'est pas une question de pas aller à la ligne, hein. La densité, c'est une question de justement de bien structurer votre propos, d'avoir un vocabulaire qui est précis, de pas avoir des phrases inutiles. Ben, moi, je préfère si c'est un peu concentré, plutôt qu'un truc où on met 3 pages pour dire quelque chose qu'on aurait pu dire en une. Et là aussi, c'est une question à la fois de bonne expression écrite, mais c'est aussi une question de convaincre. Le bailleur, il n'a pas que ça à faire. Et alors, quand je dis le bailleur, ça peut être après votre supérieur, ça peut être votre prof, ça peut être n'importe qui. Il n'a pas que ça à faire non plus de lire. Alors, ça ne le gênera pas de lire 30 pages si les 30 pages sont bien écrites, percutantes, des idées, etc. Par contre, si c'est 30 pages où ça tourne en rond, où on ne comprend pas le plan, où on ne comprend pas où vous voulez en venir, là, ça devient un problème. Donc, il ne faut pas en tout cas, il ne faut pas écrire pour écrire, il faut écrire pour exprimer des idées et en essayant d'être dense. Alors, moi, ce que je vous conseillerais, c'est pour écrire et que ce soit quand même suffisamment dense, il faut écrire en plusieurs fois. C'est-à-dire, il faut que vous ayez un moment où vous allez écrire pour pouvoir présenter vos idées. Donc, vous écrivez un premier jet sans trop vous soucier, hein, dans les limites du raisonnable, évidemment, hein, sans trop vous soucier de la manière dont vous écrivez. Sur la base de cette première écriture, vous allez pouvoir passer une deuxième couche qui va être de l'organisation. Donc, par exemple, en fait, je me rends compte qu'à la fin, j'aborde quelque chose que j'aborde déjà à la 10e ligne. Donc, je vais regrouper ces morceaux-là pour que les idées identiques soient réunies ensemble. Et ensuite, je vais passer une troisième couche où je vais enlever tout ce qui n'est pas nécessaire, en fait. Parfois, quand on écrit, et notamment quand on est en train de réfléchir, on a des phrases intermédiaires dont en fait on peut se passer. Il y a des mots qui sont superflu, ou on peut remplacer 10 mots par un qui veut dire exactement la même chose. Donc, ça peut être, en tout cas, moi, c'est souvent comme ça que j'écris. Évidemment, plus on écrit vite et moins on peut sauter des étapes selon ce qu'on fait. Mais en tout cas, c'est vraiment. euh, euh, Déjà, il faut passer le premier cap, qui est toujours le plus difficile, de qu'est-ce que je pense dans ma tête et l'écrire. Et en gros, il y a toujours une petite, et notamment quand on a un peu des difficultés à l'écrit, il y a un petit stress de la page blanche. Donc, il faut se lancer déjà, sans trop se mettre de contraintes, parce que sinon, on ne se lance jamais. Donc là, il faut écrire, et vous allez vite vous rendre compte que le fait d'être en train d'écrire, vous pensez différemment que quand vous pensez dans votre tête. Vous êtes obligé de structurer, vous êtes obligé de formuler, alors que parfois dans la tête, on a des choses qui sont un peu vagues. Quand on écrit, on s'en rend compte, on se rend compte qu'il faut mettre du lien, des liens logiques, etc. Donc cette première étape, il faut vraiment y aller, quoi, et écrire ce que vous avez envie d'écrire, vos idées, etc. Et ensuite, vous pourrez passer des couches dessus pour améliorer. Mais c'est important de passer ces couches. Parce que si vous êtes juste en train de comment dire, si vous vous contentez de cette première couche, c'est pour ça que c'est très désorganisé et c'est pour ça que c'est très long et que les mots sont pas précis et voilà, parce que c'est en fait un brouillon. Donc, enfin, nous avons beaucoup de chance, nous avons des ordinateurs, donc le brouillon, on peut quand même très facilement le retravailler sans que ça prenne 50 heures. On peut faire du copier-coller, etc. Donc, il faut vraiment relire et remettre de l'organisation et relire pour épurer.
Voilà, c'est important. Il ne faut pas qu'on voit trop que vous êtes en train de réfléchir pendant que vous êtes en train d'écrire, quoi. Voilà. Donc c'est ça. Il n'y a pas de nombre de pages imposées du tout. Euh, En plus, selon les projets, il y a des choses qui peuvent, il y a des gens qui vont avoir des projets, pardon, très précis, d'autres qui vont avoir des projets larges. Pour certains, le contexte va être compliqué à expliquer, donc ça va être long. Pour d'autres, ça va être court, mais pour d'autres, c'est l'identification des besoins qui va être longue, l'autre un peu plus court. Donc voilà, faut adapter vraiment à la nécessité dans vos différentes réponses. Voilà. Après, par contre, il y a des points, bah, vous avez compris, la visibilité, c'est un argument marketing pour le bailleur. Nous, on s'en fout un peu de la visibilité du bailleur quand on fait un projet. Mais par contre, là, il faut se forcer à essayer de bien, en tout cas, lui mettre plein d'idées de comment vous allez bien le mettre en valeur. Il ne faut pas que ça fasse de ligne parce que sinon, bah, nous, on s'en fout de la visibilité du bailleur, mais pour lui, c'est essentiel. Donc, il faut quand même qu'on arrive à le nourrir un peu et à lui montrer qu'on va faire ce qu'il attend, quoi. Voilà, en gros, ce que je peux dire. Ok, merci. Est-ce- de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous libère. Et après, ne tardez pas trop à commencer à vous immerger là-dedans, parce qu'il faut quand même, ce sera plus facile pour vous si vous avez un peu de temps pour y penser, et vous mettre d'accord, que ne faut pas tout faire dans l'urgence, parce que il va falloir que ça se décante un peu, quoi. Voilà. Ce que je pouvais vous dire. Bon week-end et bon courage pour cet exercice. Merci, bon week-end. Merci.